Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch, voire même en rediffusion sur YouTube, ou même en podcast, puisqu'on est absolument partout, vous le savez. Aujourd'hui, on va parler animaux et époque gauloise avec Marie-Pierre. Bonjour Ben, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir de venir parler de ces deux grands sujets qui m'occupent depuis un certain nombre d'années. Oui, parce que, ça fait effectivement... Alors toi, t'es de Tours, comme moi. Oui. Et tu bosses pas très loin. À l'université, dans un laboratoire d'archéologie, au de Lyon et au Tanneurs, pour ceux qui connaissent les lieux. Les tanneurs, voilà. Donc les Gaulois qui festoient en mangeant des sangliers à n'en plus finir, ça c'est bon pour Astérix. Dans la réalité des faits, c'était pas vraiment ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils mangeaient vraiment comme viande les Gaulois ? Plus généralement, quel rapport avaient-ils avec les animaux ? Quels usages en faisaient-ils ? Eh bien, pour le découvrir, on va en causer avec Marie-Pierre, qui est donc archéozoologue, spécialiste de l'alimentation gauloise, maîtresse de conférences à l'université de Tours. Tu as écrit de nombreux articles et ouvrages sur ces spécialités. Tu as notamment fait le catalogue de l'exposition « Pourquoi j'ai mangé mon chien ?» une archéologie des animaux du Muséum d'histoire naturelle de Tours en 2010. Tu as dirigé avec Bruno Loriou « Pour une histoire de la viande » qui est paru en 2017. Et donc, ensemble, on va aborder tous ces sujets-là, à commencer par, quand même, ton parcours. Comment est-ce que toi, t'en es arrivé à bosser là-dessus ? Comment est-ce que t'es devenu archéozoologue ? Alors, ça remonte à l'enfance, à un grand moment de découverte d'un bison dans la grotte d'Altamira. Donc, un contact avec la préhistoire. Et je pense que c'est ça qui a marqué fondamentalement mon parcours. Après, je suis passée par des arts plastiques, de l'histoire de l'art. Et l'archéologie m'a intéressée pour son côté scientifique. Et comme j'aimais beaucoup les animaux et que ce côté préhistorique, je pense, m'avait vraiment marqué, c'est la voie que j'ai suivie. Donc, université, Panthéon-Sorbonne à Paris, et puis après, une thèse au Muséum d'histoire naturelle, avant d'être recrutée à Tours. Alors, l'archéozoologie, même si on voit à peu près où on veut en venir, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est ? Alors oui, effectivement, il y a deux mots, il y a archéologie et il y a zoologie. En fait, on est archéologue, donc on s'intéresse d'abord à l'homme, et l'homme sous tous ses aspects, et il y a un aspect qui est très important, c'est sa relation à l'animal. Il n'y a pas de société humaine qui puisse s'abstraire de la relation au monde animal, puisque nécessairement on baigne dedans sous différents aspects, économiques, pratiques, symboliques. Et donc, si je devais définir l'archéozoologie, c'est l'histoire des relations naturelles et culturelles entre l'homme et les animaux à travers l'histoire. Donc, c'est un vaste champ de recherche. Et l'archéozoologue, il va bosser sur quoi précisément ? Alors, il bosse sur les os, c'est vraiment les ossements animaux, ou en tout cas les restes animaux, puisqu'on va avoir même des gens qui vont s'intéresser aux parasites, donc c'est un monde du vivant un peu plus petit, mais qui nous donne beaucoup d'informations, mais principalement, ce sont les ossements qui nous intéressent. Dans le terme ossement sont contenus toutes les coquilles de mollusques, tous les exosquelettes de crustacés, donc c'est vraiment le monde du vivant au sens large. Alors, on sait que en histoire, en archéologie, c'est des disciplines qui évoluent sans cesse. Et donc, parfois, on a des ramifications qui vont se faire, on a des nouvelles disciplines qui vont se créer. L'archéologie, ça fait longtemps que ça existe ? L'archéologie, oui, l'archéozoologie, pardon, oui. Ça a émergé dans le courant du XVIIIe avec les grands chercheurs qui ont parcouru le monde pour classer le vivant, qui ont récupéré partout des squelettes, des animaux et qui ont commencé à les étudier pour essayer de les comprendre et de voir comment on pouvait organiser ce vivant et par là mieux l'étudier et mieux le comprendre. Après, on a un monsieur en Suisse qui était aussi un anatomiste qui s'appelait Ruthermayer, qui a fondé un petit peu l'archéozoologie avec cette idée que d'un point de vue anatomique, on pouvait reconnaître les espèces à partir de leurs ossements.
Donc c'est les travaux de Cuvier en France, 18-19e, et c'est ce monsieur en Suisse qui l'a ensuite développé. En France, on a un chercheur qui s'appelle François Popelin, qu'on a perdu l'année dernière, qui est quelqu'un qui a vraiment fondé l'archéozoologie au Muséum d'histoire naturelle. Donc c'était un vétérinaire qui s'est intéressé à la préhistoire et qui a essayé de comprendre comment on pouvait développer des techniques pour lire les ossements et comprendre la relation entre l'homme et l'animal à travers ces restes d'ossements retrouvés dans les contextes archéologiques. Ce qui fait que l'archéozoologie en France, en fait, en tant que discipline qui est enseignée, c'est quelque chose qui est relativement récent, en fait. Tout à fait. C'est les années 70. Ça a commencé dans les années 70 et ça s'est surtout développé à partir du développement de l'archéologie préventive à partir des années 90 c'est à partir des années 90 qu'on a commencé aussi à avoir des enseignements autour de cette discipline qui auparavant n'existait pas du tout. L'archéozoologie est rentrée dans le langage commun il y a 10-15 ans à peu près, avec un chercheur qui s'appelle Jean-Denis Vigne, qui a fondé au Muséum d'histoire naturelle la plus grande équipe d'archéozoologie mondiale actuelle. Donc il y a une vraie dynamique française autour de cette discipline. Et alors, bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, là on fait quand même une petite parenthèse sur ce métier, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est une spécialité dans la spécialité. Les étudiants, à quel moment ils peuvent bifurquer vers cette spécialité-là ? Ça commence en master. D'accord, ok. Parce qu'on a des initiations dans les premières années. En licence, par exemple, à Tours, on fait un stage d'archéozoologie pour qu'ils apprennent à décrypter un petit peu ce mobilier, voir comment, s'ils en trouvent sur le terrain, ils peuvent le traiter, le manipuler, le préserver, voire commencer à l'étudier et à le comprendre. Mais c'est en master qu'on s'initie, master 1, master 2, puis derrière éventuellement doctorat. Voilà, aux étudiants qui nous écoutent, venez, on est bien à Tours. Tout à fait. J'en profite pour ceux qui sont dans le chat, n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions, n'importe lesquelles, en rapport quand même avec le sujet du jour, et on se fera un plaisir de pouvoir y répondre si on le peut. Alors sur un chantier de fouilles, à quel moment on fait intervenir un archéozoologue ? Parce que j'imagine que c'est peut-être pas systématique d'avoir quelqu'un avec cette spécialité sur le début d'une fouille. Tout à fait. On va appeler l'archéozoologue quand on a une découverte spécifique, c'est-à-dire des ossements en connexion. Si on trouve, là récemment, il y a eu des chevaux qui ont été trouvés dans l'Indre, des chevaux de la période gauloise. Donc là, on a évidemment appelé un archéozoologue. C'est lui qui a dirigé le chantier derrière. Autrement, l'archéozoologue, il est surtout en laboratoire. On lui amène des caisses. L'archéologue lui donne une chronologie. Et donc, on va travailler dans des collections de comparaison, dans une ostéothèque, pour faire les études. Alors l'ostéothèque justement, toi tu en as une, et d'ailleurs j'espère qu'on pourra venir dans l'année filmer un peu ce à quoi ça ressemble. C'est une collection d'ossements. Oui, c'est ça, il y a bibliothèque et là c'est ostéothèque. Donc l'idée c'est d'avoir toutes les espèces qu'on trouve dans les contextes archéologiques pour pouvoir... En prenant les os archéologiques, on va faire ce qu'on appelle une détermination à partir de l'anatomie comparée, c'est-à-dire qu'on va comparer l'os archéologique et des os d'animaux actuels pour pouvoir, d'un point de vue anatomique, être sûr de l'identification par espèce. Alors pour ceux qui ont que le son, là tu nous as ramené des petits ossements. Voilà, j'ai ramené des petits ossements, j'ai ramené une astragale de cheval et une de mouton. Il y en a une de bœuf aussi à côté, pour montrer qu'il y avait que l'anatomie est différente. C'est le même os, c'est un os du pied qui est au niveau du talon chez l'humain. Et on voit très très bien là qu'on va déterminer très facilement le cheval par rapport au bœuf
ou par rapport aux moutons, juste sur des formes anatomiques qui sont distinctes. Donc c'est ça le principe. Évidemment, les os archéologiques, la plupart du temps, ils sont cassés, on a des tout petits bouts, et cette détermination, elle est plus ou moins facile selon l'état de fragmentation et de conservation des os. Dans les contextes préhistoriques, il y a plein de moments où on va pouvoir déterminer 10-20% des os simplement parce que les autres sont trop fragmentés, et quand c'est vraiment des toutes petites esquilles, on ne peut plus arriver à connaître ni la famille, ni le genre, ni l'espèce. Et alors toi, dans ta collection à Tours, t'as combien d'ossements ? Alors j'ai à peu près 300 squelettes. C'est une collection qui correspond aux animaux qui sont présents sur notre territoire depuis le changement climatique de vers moins 8000 avant Jésus-Christ. Hein, quand on a changé de climat à ce moment-là. On est arrivé dans un contexte tempéré, et donc j'ai tous ces animaux qui étaient présents. Je sais pas, dans les sauvages, je vais avoir du cerf, du sanglier, du chevreuil, du lynx, du castor, tous ces animaux. J'ai la plupart des oiseaux. J'ai des poissons, et puis j'ai beaucoup de mammifères domestiques, puisque depuis maintenant 8000 ans, en France, on a beaucoup d'animaux domestiques. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter une collection d'animaux domestiques avec l'INRAE de Nouzilly, qui m'ont trouvé des animaux domestiques, qui les ont préparés pour que je puisse les avoir en squelette. Et puis j'ai aussi une collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui lui m'a préparé des squelettes d'animaux sauvages, dont certains animaux qui sont protégés et que j'ai dans la collection sous le couvert du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc c'est une collection qui m'a pris des années à monter, à inventorier, et elle a une valeur patrimoniale parce que j'ai des races. Par exemple, j'ai du mouton d'Ouessant, c'est un tout petit mouton très très particulier, plein de poils, parce qu'à Ouessant il fait pas très très chaud, et donc c'est des races qui sont plus ou moins en voie de disparition en France, et de ce point de vue-là, elle a une valeur patrimoniale. Je prends toujours autant de plaisir à recevoir des gens comme toi qui me parlent de squelettes avec un énorme sourire. Alors, on a vu qu'il y a la spécialité dans la spécialité. Et est-ce qu'il y a une spécialité dans la spécialité dans la spécialité, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment des archéozoologues qui travaillent que sur certains types d'ossements Tout à fait. Alors déjà, il y a une spécialité chronologique, puisqu'à Tours, par exemple, je ne vais pas avoir de hyènes des cavernes ou d'ours des cavernes, tous ces animaux qui étaient présents à la préhistoire. J'ai pas de rennes, j'ai pas de mammouth, voilà. Dommage. Et on a, oui, effectivement, c'est superbe. Une scapula de mammouth, il y en a au musée du Grand Pressigny les Moulages, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est super joli. Et donc on a par exemple à Bordeaux une ostéothèque spécialisée dans les animaux préhistorique, ce qui n'est pas mon cas. Ensuite, on va avoir le champ du monde animal est immense. Pour les oiseaux, par exemple, il y a 9000 espèces d'oiseaux, et on va avoir des spécialistes des oiseaux pour pouvoir travailler sur des questions particulières, associées à des ostéothèques spécialisées. Donc à Paris, on a une ostéothèque d'oiseaux, on va avoir une ostéothèque de poissons à Antibes, ou des gens qui travaillent aussi sur les mollusques. Et donc on a effectivement des spécialités à l'intérieur de cette spécialité, des gens qui travaillent aussi sur les parasites, pour essayer de comprendre des parasitoses, par exemple, liées à l'alimentation chez certains humains. Et ça, on avait fait un épisode, je vous conseille de googler sur YouTube. J'avais dû appeler ça l'histoire du ver solitaire, un truc comme ça, où il y avait des scientifiques qui avaient fouillé les restes de toilettes, de fosses d'aisance pendant les croisades, et qui, du coup, en analysant les matières fécales des croisés, s'étaient rendu compte qu'effectivement, il y en a beaucoup qui avaient chopé des parasites intestinaux. Et on a le cas, par exemple, au néolithique, donc sur un site très ancien à Chalain, où on est au bord d'un lac, et on aurait pu penser que les gens allaient se nourrir des poissons du lac. Et ben pas du tout, ils se nourrissaient de truites dans des torrents différents du lac. Et ces truites, ils les mangeaient crues,
ce qui fait qu'ils avaient des parasites. Donc ça nous donne des infos sur ce qu'ils ont mangé et puis comment éventuellement ils l'ont mangé, puisque beaucoup de parasites sont liés au fait de ne pas cuire les viandes ou les poissons. Alors, on a Liliana qui nous pose une question dans le chat et qui dit « Est-ce que l'archéozoologiste peut être appelé dans le cadre d'une enquête judiciaire où des ossements d'animaux sont trouvés et pertinents dans la recherche d'informations, ou est-ce que ça, c'est dédié à un autre métier, en fait ?» Oui, tout à fait. Il y a ce travail d'enquête. Quand on trouve on voit souvent, malheureusement, dans les actualités, on a trouvé des os et potentiellement, on peut nous demander est-ce que ce sont des animaux, est-ce que ce sont des humains, et puis quelle est l'histoire, puisqu'on a une lecture particulière de ces os, à la fois sur leur histoire biologique et puis sur leur histoire, je dirais, culturelle, comment ils ont été traités, comment ils ont été découpés, comment ils ont été ensuite rejetés. Et donc c'est une expertise potentielle qu'on pourrait faire, oui, tout à fait. C'est des débouchés inattendus après. Bon, en tout cas, toi, tu as cette spécialité-là, mais tu en as une autre, c'est celle des Gaulois. Oui, c'était mon parcours, c'est la période qui m'a le plus marquée pendant mes études, et c'est effectivement le sujet sur lequel j'ai fait ma thèse. Alors, on en a déjà causé par ici des Gaulois. On avait d'ailleurs reçu Dominique Garcia à ce sujet. Je vous invite à aller voir l'entretien qui était passionnant. Mais est-ce que, en deux phrases, tu peux nous rappeler un peu c'est quoi les Gaulois? De quoi on parle? Les Gaulois, c'est le second âge du fer. C'est du 5e siècle jusqu'à 50 avant Jésus-Christ, jusqu'à la conquête de la Gaule par César. C'est une période chronologique, second âge du fer. Pourquoi ? Parce que on commence à avoir du fer un petit peu partout et ça va générer des changements, entre autres dans le monde agro-pastoral, puisqu'on va pouvoir travailler la terre différemment, on va commencer à avoir des surplus, c'est une période de commerce, c'est une période assez intense, vraiment de grands changements à l'échelle de l'histoire de notre territoire. Donc les Gaulois, ce sont des Celtes, ils parlent des langues celtiques, et on a à peu près 60 peuples différents sur le territoire. Certains sont amis, certains sont ennemis, voilà, c'est toute une histoire. Oui, d'ailleurs, pour actuellement, au moment où on enregistre cette émission, on a le nouvel Astérix qui est sorti d'Alain Chabat, où vous avez une version, enfin vous avez une vision qui est vraiment assez intéressante de cette pluralité des Gaulois, avec des Gaulois qui résistent aux Romains, d'autres qui leur sont alliés. Voilà, on a cette image d'un peuple gaulois parfois unifié, c'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. Voilà, chacun fait un peu en fonction de ce qui l'arrange. À quoi ressemblaient les paysages, les habitats à l'époque ? Alors, on a la description de César qui nous dit que c'est la Gaule chevelue, pleine de forêts partout, inaccessible, parce que évidemment il veut convaincre le Sénat de lui donner des sous pour aller faire la guerre qu'il souhaite faire. Et quand on regarde les données archéologiques, c'est pas ça du tout. Vous avez des voies partout, vous avez des chemins partout. Les fermes s'installent dans le courant du 2e siècle, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, parfois tous les kilomètres. Par exemple, à Tours, là où il y a le tram, les zones de gestion du tram à Vaucanson, il y avait 2 fermes gauloises. Quand on a fait les fouilles, donc il y en a énormément. Et c'est un paysage qui est très très ouvert. Il y a du parcellaire partout. Il y a des propriétés foncières d'une aristocratie. Donc c'est vraiment... il y a peu de forêts proportionnellement, sauf encore en particulier dans l'est de la France, mais c'est un territoire cultivé, anthropisé, donc pas du tout l'image que César veut en donner. Et alors d'un point de vue socio-économique, comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? On a donc des paysans qui, grâce au métal, vont commencer à développer des surplus. Et puis on va avoir en parallèle le développement d'un artisanat spécialisé, des orfèvres, le travail du fer, le travail du bronze, le travail du verre, ces artisans qui vont petit à petit s'installer dans des agglomérations, dans le courant du 2e siècle, des agglomérations qui vont devenir un peu
des poumons économiques avec des lieux d'échange entre les fermes et entre guillemets ces premières agglomérations. Dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ, on va avoir les oppida qui vont apparaître. Donc là, c'est vraiment des villes qui sont gérées par des groupes politiques, des groupes de familles aristocratiques et avec un échange sur très longue distance. Donc on échange des minéraux, mais on échange du blé, on échange des animaux, on échange des produits finis extrêmement élaborés. Et il y a une économie qui se met en place. Il y a un premier euro, entre guillemets, c'est le denier gaulois, il y a plusieurs peuples qui vont créer une zone économique avec un équivalent de leur monnaie pour pouvoir commercer plus facilement et l'équivalent avec la monnaie romaine. Donc on a vraiment des changements majeurs, surtout à partir du 2e avant Jésus-Christ. Ah, donc il y a quand même une volonté de mutualisation à un moment donné pour mieux échanger, quoi. Tout à fait, pour commercer avec l'ensemble de la Méditerranée. Donc on a vraiment des gens, des objets, des animaux qui circulent à l'échelle de la Méditerranée, ce qui paraît un peu improbable. On a toujours l'impression qu'on a tout inventé. Eh ben non, ça fait plusieurs milliers d'années que ça dure. Comment s'inscrit l'élevage là-dedans ? Alors l'élevage, c'est vraiment une source de richesse. Le bétail a toujours été une grande source de richesse pour les humains, puisque c'est une valeur à la fois économique, c'est une valeur de reproduction. C'est ce qui va donner à manger demain, c'est ce qui va fournir un certain nombre de matières premières. C'est aussi une valeur sociale. On a tous entendu parler de dot où c'est du bétail qui va être échangé ou qui va accompagner une femme. C'est une valeur symbolique aussi, puisque y a plein d'animaux qui ont une forte valeur symbolique. On parlera peut-être tout à l'heure des chevaux à la période gauloise. Et donc l'élevage, il est absolument essentiel dans ces sociétés. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'autres moyens de transport non plus que grâce aux animaux. Et donc, c'est vraiment... ils sont très, très importants. Alors, on imagine qu'on n'élève pas un seul type d'animal. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'époque ? Alors, à l'époque gauloise, on a le troupeau, déjà le troupeau qui nourrit l'humanité depuis maintenant presque 8000 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelle en archéozoologie la triade. C'est le bœuf, le porc, le mouton. Ces 3 espèces qui sont extrêmement importantes. On va avoir aussi de la chèvre, du cheval, du chien. Et puis, on a le coq qui arrive dans le courant de l'âge du fer et qui va prendre une importance, entre autres, symbolique importante. Oui, on va en reparler du chien, parce qu'on élève des chiens. Voilà. Et donc tout à l'heure, on a évoqué un des articles que tu as écrit sur comment j'ai mangé mon chien. Pourquoi ? C'est vrai que je travaille aussi sur le comment, mais... Ouais, donc spoiler, ça mangeait du chien. Oui, tout à fait. On mangeait du chien couramment. En fait, on le mange à partir du moment où on le domestique. Dès le paléolithique, on a une consommation du chien et c'est quelque chose qui va perdurer. Alors au néolithique, il y a des moments où on ne le mange plus, on recommence à le manger, donc c'est pas non plus une constante, c'est pas non plus une espèce majeure d'un point de vue de l'alimentation carnée, mais il est consommé jusqu'à... ça s'arrête dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ, puisqu'avec les Romains, il y a une forme de tabou alimentaire sur le chien qui va apparaître. Mais on va le remanger à partir de 1870 en France. Et puis on le consomme encore dans certaines zones du monde, dont l'Europe. En Suisse, il y a des endroits où on mange encore du chien. Ouais, de toute façon, 1870-71, on a commencé à rebouffer pas mal de trucs. C'est ça. On a même bouffé les éléphants à Paris. Tout à fait. Les rats, les éléphants, tout le monde. Il y a tout qui est passé. Comment sont élevés ces animaux ? Parce qu'aujourd'hui, l'élevage, on en a une idée, une image qui nous vient aussi des images qu'on peut voir à la télévision ou autre. Ça sans doute un peu différent à l'époque ?
Oui, c'est évidemment très difficile à restituer. On cherche toujours des bâtiments d'élevage, on en trouve de temps en temps, mais c'est pas quelque chose de systématique. Donc souvent les animaux étaient dehors, avec très probablement une part d'auto-alimentation, donc avec des animaux qui vont maigrir l'hiver quand c'est la période un peu sèche, et puis regrossir l'été pour faire des réserves. Dès le second âge du fer, on a l'impression dans certains cas qu'on leur apporte de l'alimentation l'hiver. Par exemple, les cochons, on va leur amener des glands, on va les emmener en forêt. Donc il y a une prise une connaissance du fait que il faut nourrir les animaux pour les faire perdurer. Une des difficultés, c'est de les tenir. Parce qu'on a eu une expérimentation dans les années 60 dans la Buster Farm en Angleterre, où ils avaient pris des moutons un peu rustiques. Et ces charmants moutons, donc ils étaient dans une démarche expérimentale, construire des maisons, installer des enclos, et puis aller chercher des animaux comme ceux des Gaulois, entre guillemets. Et puis les gentils moutons, ils franchissaient des barrières de 2 mètres et ils allaient manger tout ce qu'il y avait alentour. Et ça, ça a ouvert un questionnement sur comment on arrive à maintenir les animaux dans des espaces, alors qu'autour des fermes gauloises, on a partout des champs, on a des jardins, et les animaux, probablement, adorent aller consommer ce qui est en culture. Il y a un site en Allemagne qui s'appelle Manching où on s'est rendu compte que les cochons étaient tenus par la patte parce qu'ils ont au niveau du tibia une pathologie qui montre que très probablement on avait accroché une corde. Donc ça, c'est une méthode d'élevage qui se fait encore dans certains pays. On accroche l'animal tout simplement à une corde et puis on déplace la corde, ce qui fait que on contrôle son déplacement. Oui, parce qu'on n'a pas retrouvé des kilomètres et des kilomètres de palissades de 3 mètres de haut sur chaque ferme, quoi. Non. Donc là, une énigme peut-être à résoudre sur la façon de gérer les troupeaux, probablement avec des gardiens. Il n'y a pas si longtemps, on avait les gardiens de troupeaux. Quand on n'a pas de barrière électrique, il faut trouver une façon de gérer. Ouais, on a déjà parlé d'archéologie expérimentale sur cette chaîne et on voit que c'est vraiment une discipline que moi j'aime beaucoup parce que parfois elle se confronte, parfois elle se confronte directement au réel et des trucs qu'on peut imaginer sur le papier sont pas du tout en fait transposables dans la réalité, quoi. Oui, le côté concret, il est fondamental. Parce que l'archéologue peut élaborer des théories extrêmement complexes sur de l'architecture, par exemple. Il y a eu plein de moments où on a théorisé pendant des années, et puis le jour où on a essayé de construire la maison, ça marchait moins bien. Et sur plein de plans, c'est très important. Pour ça que on en parlera tout à l'heure, mais j'ai développé aussi de l'archéologie expérimentale autour de la cuisine gauloise pour ces raisons. Faites gaffe à votre chien si vous passez à Tours. On fait de l'archéologie expérimentale. D'où ils viennent ces animaux d'élevage en fait, qui les a élevés et domestiqués d'ailleurs? Alors c'est une très longue histoire, ça aussi. Alors le premier domestiqué, c'est le chien. On est sûr qu'il est domestiqué vers moins 16 000 à peu près. En Europe de l'Ouest, en tout cas il y a une domestication en Europe de l'Ouest, il y en a une autre probablement en Chine, et c'est le seul animal qui est domestiqué par ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. Donc des gens qui sont encore nomades et qui sont dans une démarche de prédation par rapport au monde et pas du tout de production. Ensuite, on va avoir la domestication la fameuse triade au Proche-Orient, dans ce qu'on appelle le croissant fertile, dans le courant du 8e millénaire avant Jésus-Christ. Et là, on va domestiquer le bœuf, le mouton, la chèvre, le cochon et le chat. Dans cette zone, 8e millénaire avant Jésus-Christ. Puis ensuite, on va avoir des colons néolithiques qui vont partir du Proche-Orient, qui vont passer, il y a un groupe qui va passer par la voie terrestre de l'Eurasie pour arriver dans le nord de la France vers
vers 5005 à peu près. Et puis on a un autre groupe qui part par la Méditerranée, qui fait du cabotage et qui arrive dans le sud de la France, à peu près dans les mêmes chronologies, dans le courant du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Donc ces animaux, ce qui est intéressant, c'est que les animaux qu'on trouve sur notre territoire au néolithique, ils sont domestiqués au Proche-Orient. Donc les vaches, entre guillemets, les races de vaches françaises actuelles, descendent génétiquement de l'auroch qui était présent au Proche-Orient. Alors ça a été une grande question de spécialistes parce que on avait de l'auroch et du sanglier en Europe de l'Ouest qui étaient présents. Donc il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont dit mais pourquoi aller prétendre que c'est au Proche-Orient qu'on a domestiqué l'auroch? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas domestiqué l'auroch sur place ou le sanglier sur place? Et là, c'est la génétique qui a permis de déterminer qu'effectivement, ils avaient été domestiqués là-bas. Alors, c'est tout un challenge, hein. C'est une arche de Noé, parce qu'il faut imaginer que pour pouvoir avoir des animaux qui se reproduisent, il faut obligatoirement des mâles et des femelles. Et donc, si on imagine un petit bateau avec du taureau, des vaches, des verras, des truies, des boucs, etc., ça devait être un peu sportif. C'est pour ça qu'on n'a pas ramené les girafes, en fait. Probablement. Le coup ne tenait pas dans les bateaux. Et alors, ces animaux, en fait, quand toi tu les étudies, c'est quel type d'analyse que tu fais? Parce que tu travailles que sur les ossements ou aussi sur les ossements parfois en contexte. Tu disais tout à l'heure qu'on vous ramène des caisses d'ossements pour les analyser, mais ça vous arrive aussi de pouvoir aller sur le terrain pour voir un petit peu analyser la terre, en fait, par exemple? Oui, alors oui, on peut faire analyser la terre. Quand on recherche, un exemple, c'est des parasites. Ou quand on recherche, je repense à un sanctuaire romain qui est en Bourgogne, où avant de sacrifier des chiens, on leur a fait manger des pattes de mouton. Et donc on est allé prélever le contenu stomacal pour essayer de voir ce qu'il y avait dedans, et c'est comme ça qu'on a découvert ces pattes de mouton. Donc analyser le sédiment, c'est bien sûr extrêmement important. Ce qui est important pour l'archéozoologue, c'est surtout de voir, quand on a des squelettes en connexion, quelle est cette connexion, si c'est vraiment une connexion complète ou incomplète, en particulier à la période gauloise, parce que ils ont des habitudes de manipulation des squelettes humains comme des squelettes animaux. Donc ils vont laisser se décomposer l'animal, et puis ils vont venir prélever, ils font ça aussi avec les humains, prélever un morceau, prélever la tête, prélever une patte. Donc il y a toutes sortes de rituels autour de ça. Et c'est important que ce soit l'archéozoologue qui fasse le relevé, parce que, comme il connaît bien l'anatomie, il va être plus en mesure que d'autres de dire il manque tel os, ou tel os n'est pas en position anatomique. Et là, tous les relevés qui sont faits sur le terrain sont absolument fondamentaux. Sur les rituels funéraires, on laisse pourrir les gens. Alors, c'est dans les contextes de sanctuaires qu'on a surtout ce genre de pratiques. D'accord. Alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est que il n'y a pas très longtemps, on refait une émission sur les chevaux, justement, et en fait, on partait du constat que les chevaux, à une certaine époque, n'avaient pas forcément la même taille que les chevaux qu'on a aujourd'hui sur le territoire français. Alors, quelles étaient les spécificités des animaux qu'on pouvait trouver à l'époque gauloise? Justement, est-ce que ça ressemblait vraiment aux animaux qu'on voit aujourd'hui dans nos fermes? Pas du tout, parce qu'en fait, les Gaulois, c'est le plus petit troupeau de l'histoire. Tous les animaux sont minuscules. Ça nous enchanterait actuellement, parce que ce serait une ferme pour les enfants. Les bovins, ils font 1 mètre au garrot, à peu près. Ah oui. Les chevaux, ils font 1,20 m, c'est-à-dire que c'est les poneys sur lesquels on promène les enfants actuellement, à peu près comme hauteur, comme stature. Donc les chevaux, la cavalerie gauloise, elle descendait, ils avaient les pieds qui touchaient par terre.
Donc ces grandes peintures avec Vercingétorix triomphant sur son énorme destrier. C'est totalement faux. Ok. Donc ça enlève un petit peu de magie, je dirais, à la cavalerie gauloise, de les voir avec les pieds qui touchent le sol. Autrement, le coq est petit, le cochon est petit, le mouton est petit, tout le monde est d'une stature vraiment extrêmement réduite. Mais dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ, on a des grands animaux. Alors c'est très proportionnel, hein, les chevaux, il faut 1m40, 1m50, donc on est très loin des pur sang actuels, hein, qui font 1m80 au garrot. Mais ils sont déjà beaucoup plus grands et on a des textes qui nous expliquent que les aristocrates gaulois apprécient beaucoup qu'on leur offre des grands chevaux parce que évidemment ça donne une stature différente sur le champ de bataille d'être sur un cheval qui est beaucoup plus grand que les autres et puis peut-être des chevaux de couleurs différentes du troupeau lambda. Oui, parce que là, ça fait plus Jamel Debbouze sur son âne dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. On voit tout à fait le truc. Et alors, c'était la taille des bovins, donc qui est étonnante. C'est pareil pour les porcs, par exemple. Les porcs aussi sont plus petits. Oui, tout le monde est tout petit. En fait, c'est un phénomène de réduction de stature. Donc, j'ai les animaux qui sont au Proche-Orient. Donc j'ai les sauvages, j'ai l'auroch par exemple pour les bovins. L'auroch il fait 1m70, 1m80 au garrot. Les petits bovins néolithiques qui arrivent, ils font 1m40 au garrot. Donc ils sont déjà beaucoup plus petits que leurs ancêtres sauvages. Et entre le néolithique et l'âge du fer, en fait il y a une diminution régulière de la stature. Il diminue jusqu'à faire à peu près 1 mètre. Et cette diminution, elle est probablement liée au fait de les élever, de les maintenir dans des espaces qui sont peut-être trop réduits, parce que c'est un phénomène biologique naturel que la réduction de la stature quand l'animal a plus suffisamment d'espace. On l'a vu, entre autres, au moment de la fragmentation de l'Eurasie, sur toutes les petites îles méditerranéennes, la Crète, la Sardaigne, etc., toutes ces petites îles, on a eu des éléphants ou des hippopotames qui se sont trouvés isolés. Et donc ils avaient 2 solutions, soit ils disparaissaient, parce que un troupeau d'éléphants sur ces petites îles, ils n'avaient pas de quoi subsister, soit ils diminuaient. Et donc on a des éléphants nains, des hippopotames nains, on a vraiment des éléphants qui font 1 mètre au garrot sur ces îles, qui ont disparu ensuite, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que biologiquement, c'est un phénomène d'adaptation naturelle. Donc très probablement, la diminution de la stature des animaux au fil des millénaires, c'est lié à l'élevage. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi, à la fin de l'âge du fer, on commence à avoir des grands animaux qui apparaissent. Donc très probablement, les éleveurs commencent à maîtriser des paramètres qui permettent de faire regrandir les animaux, mais on a aussi peut-être, c'est une grande hypothèse de travail, l'arrivée d'animaux qui viennent d'ailleurs en Méditerranée ou d'ailleurs dans le monde celtique, on ne sait pas encore d'où ils viennent, mais qui sont beaucoup plus grands. Ça aurait pu être des sélections qui auraient été opérées par les éleveurs ou... Ah oui, tout à fait, ouais. Des sélections ailleurs, mais on ne sait pas où exactement. On a un moyen de déterminer ça, on peut faire des analyses isotopiques. Donc ça, c'est les progrès scientifiques récents, c'est de la biochimie. On va aller chercher dans les os des composants qui vont nous indiquer un certain nombre de paramètres qui nous intéressent. Là, entre autres, il y a un élément géologique qui s'appelle le strontium, qui est contenu dans les roches, mais qui n'est pas contenu de façon équivalente sur tous les territoires de France ou de Méditerranée. Du coup, alors ce strontium, il est dans l'eau, il se dissout dans l'eau, la géologie fait qu'il se dissout dans l'eau et qu'on va l'ingérer à travers les végétaux, à travers l'eau de boisson, et ça va se fixer dans les os et dans les dents. Donc, quand on lit
la présence de ce strontium dans le squelette, entre autres, des dents des animaux, ou dans le squelette ou dans les dents, on va pouvoir voir si, au fil de leur histoire, ils ont toujours consommé une quantité constante de strontium ou pas. Et auquel cas, on va pouvoir dire, non, ils sont pas nés là. Ils sont arrivés là, ils ont commencé à boire du strontium, je sais pas moi, à 5 ans, à 10 ans, dans leur histoire, ou au contraire, ils étaient là, mais ils étaient dans une zone où il y en avait, puis ils sont passés dans une zone où il n'y en a pas. Et pour les chevaux, il y a eu des travaux qui ont été faits, qui ont montré qu'il y a des chevaux qui sont exogènes au lieu où on les a trouvés, donc ils ont été élevés ailleurs, mais on ne sait pas pour autant où. Alors, quelqu'un qui nous demande si les animaux sauvages étaient plus petits aussi à l'époque. Non, il n'y avait pas d'incidence sur les animaux sauvages. C'est juste les animaux domestiques, puisqu'en fait, quand on élève un animal, on l'isole des éléments, on l'isole des prédateurs, on va le soigner, on va gérer son alimentation. Et donc, tout ça, ce sont des phénomènes qui font que l'humain prend le contrôle de l'animal et ça a des incidences. Alors, vu que les gens aiment bien quand on parle des chiens, aujourd'hui, on peut avoir des chihuahuas ou des danois. Ça n'a pas vraiment la même taille. Tout à fait. À l'époque, est-ce que c'est un peu pareil ? Est-ce qu'on a des tailles très variables de chiens ? Alors, non. Non, on n'a pas des tailles très variables. On a un troupeau ou des meutes de chiens qui sont à peu près de la taille d'un épagnol breton ou d'un beagle. C'est pas très grand. Voilà, c'est pas très grand, c'est ni très petit ni très grand. C'est des chiens qui ont un museau ni très allongé ni très large. Enfin, il n'y a pas vraiment de spécificité. Et ça, c'est vraiment la meute, c'est les animaux qu'on va trouver le plus couramment sur les sites archéologiques. Mais à cette période-là, dans le courant justement 2e, 1er avant Jésus-Christ, on voit apparaître des plus petits et des plus grands. Et donc des plus grands, ça va être des animaux qui vont faire jusqu'à... Parce que mon épagnol breton, il fait à peu près 50 cm au garrot. On va avoir quelques individus qui vont faire 60-70 cm au garrot. Et on a des textes qui nous disent qu'il y a des molosses, des chiens de guerre qui sont sélectionnés par les Gaulois. Est-ce que ce sont ces chiens ou pas ? C'est une question. Et puis, on va avoir des plus petits jusqu'à des animaux nains. En Suisse, on a un chien qui fait 23 cm au garrot. Donc ça, c'est vraiment des tout petits chiens. Et des modifications morphologiques du crâne. C'est-à-dire que les crânes commencent à s'écraser comme ce qu'on a chez, par exemple, un bulldog. Un bulldog, il a le museau écrasé, c'est pour ça qu'il a les dents qui se mettent de travers, ou il perd des dents, c'est pour ça qu'il bave. Et ce phénomène de sélection commence pour le chien, pour le cochon, à la fin de la période gauloise. Alors on appelle ça des morphotypes, parce que c'est pas encore des races. Les races, c'est... quand on va commencer à inscrire dans des textes des critères morphologiques spécifiques. Mais dès la période gauloise et surtout la période romaine, on a des types genre lévrier, on a des molosses avec des chiens qui ont des mâchoires épaisses, qui sont là pour mordre, qui sont là pour être agressifs. On va avoir aussi ce qu'on appelle des chiens de manchon, donc ça j'aime beaucoup le terme. On l'a dans les textes de la période romaine. Alors les chiens de manchon, c'est quand vous êtes une romaine et que vous avez froid aux doigts l'hiver, vous prenez un petit chien plein de poils et vous avez la possibilité de vous mettre les doigts au chaud dans ces petits chiens. Donc ça c'est très très mignon. Et alors ces petits chiens qu'on voit apparaître à la période gauloise, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils viennent pas d'Italie romaine. C'est pareil, c'est des animaux qu'on piste, qu'on essaye de chercher par la génétique en particulier maintenant pour trouver les fils d'où ils viennent.
Donc il y a un vrai élevage, une sélection en fonction de ce qu'on veut faire de l'animal. Tout à fait. On commence à avoir des spécialisations, très probablement des types, des vaches plutôt laitières ou des moutons à viande. C'est vraiment le moment de cette spécialisation des élevages, des productions et puis du coup des morphotypes animaux. Du coup, il y a des chiens vraiment qui sont élevés pour être mangés ? Alors, c'est une hypothèse. Moi, j'avais travaillé sur le site de Levroux dans l'Indre, où c'est une grosse agglomération, et on a des centaines de chiens qui ont été, qui sont tués à peu près au même âge, de façon, au moment où ils ont un maximum pondéral, vers 2 ans, 3 ans, quand ils sont bien ronds, bien consommables, ils ont bien mangé. Et donc, une des hypothèses, c'est qu'on avait effectivement de l'élevage de chiens pour la consommation, sans pour autant qu'on puisse arriver à vous montrer si c'est vraiment un morphotype spécifique, parce que chez les Aztèques ou en Chine, il y a des endroits où vous avez un type de chien qui est destiné à la consommation. Là, pour la période gauloise, je n'ai pas réussi à montrer ce genre de corrélation. Alors, parmi tous les clichés qu'il peut y avoir autour des Gaulois qu'on rapproche du coup des Français, dans le roman national et autres, il y a un emblème qui est toujours là aujourd'hui, c'est celui du coq. Oui, ce fameux coq. Alors le coq, c'est aussi une histoire intéressante parce que pendant très longtemps, on pensait qu'il avait été domestiqué vers moins 5000 en Chine, moins 5000 avant Jésus-Christ, bien sûr. Et puis, il y a eu des analyses génétiques, là aussi, et puis des reprises de données sur les sites archéologiques qui ont montré que, en fait, c'est vers 1650, en Thaïlande, que le coq aurait été domestiqué. C'est hyper précis. C'est super précis, tout à fait. De plus en plus, on a des sciences qu'on dit des sciences dures, qui nous permettent de calibrer des dates, de calibrer des phénomènes justement de domestication. Donc à partir donc il y a un petit coq sauvage dans la jungle qui est plein de couleurs et c'est lui qui aurait été domestiqué donc vers 1650. Alors on est en Thaïlande et il va mettre 1000 ans pour traverser tous ces territoires. On est quand même très 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 loin de l'Europe de l'Ouest et donc on a travaillé avec tout un groupe d'archéozoologues sur la région centre et on a montré qu'il arrive vers le 6e siècle avant Jésus-Christ en région centre, en particulier sur le site de Bourges, qui est un site aristocratique, et donc c'est très intéressant parce qu'il fait partie entre guillemets, des objets de prestige. C'est vraiment un animal qu'on amène et qui va bouleverser quand même symboliquement la vie des gens. Moi, je donne souvent l'exemple à mes étudiants des Parisiens qui découvrent ce que c'est qu'un coq dans une résidence secondaire. Il n'y a qu'à voir tous les procès qu'il y a. Et en fait, on ne peut pas passer à côté d'un coq quand il arrive dans un village. Parce que il chante, parce qu'il a des couleurs. Et donc, très probablement, quand il est arrivé dans les habitats gaulois, ça a été une forme de révolution dans son rapport au monde. C'est le premier oiseau domestique. C'est la première fois qu'on a un oiseau qui donne des œufs. Avant, les œufs, les seules façons d'avoir des œufs, c'était à la période de la reproduction, c'était aller chercher dans des nids quelques œufs. Quand vous détruisez une nidification, quand vous prenez les œufs, au mieux les oiseaux ils refont une ponte. Vous allez avoir 10 œufs, ça va pas aller bien loin comme omelette. La poule, elle amène des œufs régulièrement. Donc c'est vraiment un animal qui a une grande valeur symbolique. On a des témoignages de ça par je pense à une fibule dans une tombe en Allemagne, une fibule en or avec du corail dessus qui représente le coq et puis surtout sa présence dans les tombes qui montre sa valeur symbolique. À l'époque, donc, on retrouve donc ces chiens, ce coq qui arrive. Tu nous as évoqué tout à l'heure la présence de chats. Alors le chat, en fait, c'est une histoire intéressante parce qu'il est domestiqué
dans le courant du 8e millénaire au Proche-Orient. Et on aurait pu penser que les colons néolithiques allaient venir avec le chat, puisqu'ils amenaient, encore une fois, toute une arche de Noé avec eux. Eh bien, pas du tout. Le chat, il va arriver à l'extrême fin de la période gauloise. On en a sur quelques sites dans le sud de la France, dans des ports vers le 5e avant Jésus-Christ, mais il ne va pas se développer avant la période romaine, et donc il va vraiment devenir fréquent dans les habitats 4e, 5e après Jésus-Christ. Donc c'est amusant parce qu'on a la souris qui est déjà présente, qui est arrivée. On a le rat noir aussi qui arrive dans le courant du 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est des animaux qui vont utiliser les voies de commerce, parce que le rat noir ou la souris, ils ont besoin d'un espace un peu chaud pour survivre. Donc ils vont s'installer là où on va développer des ports, des entrepôts, des habitats. Et c'est pour nous un marqueur d'urbanisation. Leur arrivée, bien sûr, on ne leur a pas demandé de venir, mais ils s'installent quand même. Et donc, petit à petit, on va adopter le chat pour contrer la présence de ces rongeurs. Oui, donc le chat, pour le coup, c'est vraiment un animal domestique, un animal de compagnie, en fait, à la base. Alors, je pense qu'on l'amène surtout pour son statut de chasseur, mais c'est vrai qu'il y a très probablement une autre domestication du chat en Égypte, parce que tous les chats qu'on a sur notre territoire domestique ont une origine sauvage d'un chat qui est présent au Proche-Orient et puis qu'on va trouver aussi en Égypte. Donc en Égypte, il a tout un statut symbolique. Il y a des centaines de momies de chats. C'est difficile. Est-ce que c'est pour la compagnie ? On dit toujours que les chats n'ont jamais été domestiqués. Voilà, il y a toute une question autour de cet animal, de son comportement, de son statut. En tout cas, pour les Gaulois, c'est pas un animal qui est présent. Alors, tu nous parlais tout à l'heure des petits chiens qu'on appelait les manchons pour se réchauffer les mains l'hiver. Il y a d'autres animaux de compagnie, vraiment ? C'est difficile à établir, parce qu'en fait, nous, ce qu'on retrouve, c'est des restes d'animaux qui ont été consommés. Les seuls contextes où on a une petite information sur la relation entre l'homme et l'animal, c'est les tombes. Donc effectivement, on a des chiens, des contextes où on a des chiens qui sont incinérés sur le bûcher funéraire. Donc là, on pense que c'est vraiment le chien de compagnie ou le chien qui accompagne un chasseur, enfin en tout cas un chien avec qui il y a une relation particulière qu'on va mettre sur le bûcher et dont on va retrouver ensuite les cendres dans la tombe. D'autres animaux pour lesquels on a des informations d'une relation particulière, ce sont les chevaux. Donc on a, je crois, 3 ou 4 tombes à chars. Donc les tombes à chars, c'est les tombes les plus aristocratiques à cette période-là, puisque ce sont des individus, hommes ou femmes, qu'on va déposer sur un char. Donc c'est des tombes princières, royales, enfin c'est vraiment le haut de l'aristocratie, puisqu'ils ont énormément d'offrandes avec ça. Et on a quelques cas où les chevaux sont dans la tombe. Donc c'est rarissime, mais ça existe. Très souvent, on a les harnachements des chevaux, mais pas les squelettes. Enfin, et là, on a ce cas de figure. Mais c'est très difficile de déterminer le rapport affectif. Ouais. À la période romaine, on a des inscriptions. Je me souviens d'une inscription où on a un enfant qui a fait un dessin d'un chien avec une laisse et il y a marqué « Wawa » à côté. On a aussi des statues de chiens avec des inscriptions pour louer le rapport affectif. Donc, période romaine, c'est bien avéré. Période gauloise, on n'a pas l'info. Alors, on parlait du coq comme un animal exotique qui, du coup, pouvait être exhibé. Est-ce qu'il y a d'autres animaux dits exotiques que les Gaulois ont pu rencontrer ? Parce que, par exemple, chez les Romains, on sait que pour les jeux, ils faisaient venir pas mal de bêtes exotiques. Les Gaulois, ils ont pu voir quoi ?
à mon avis, quand même assez peu d'animaux de ce point de vue-là. C'est vrai que tu évoques les jeux du cirque. On a à Tours le plus grand amphithéâtre, ou un des plus grands amphithéâtres de l'Empire romain. Et on avait trouvé un os d'un camélidé dans les fouilles du parking Vinci, qui est à côté du pont de Pierre. Donc on a un dromadaire ou un chameau qui s'est baladé à Tours dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais pour les Gaulois, j'ai pas de connaissance d'animaux exotiques retrouvés dans les contextes de faune. Pas du tout. On a par contre dans certains cas des grands animaux sauvages, par exemple de l'ours, mais pas d'animaux exotiques. Je pense que c'était pas encore très développé. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il y avait des félins dans le sud de la France ou de l'Europe ? Alors il y a eu un félin, il y a tout un questionnement autour d'un lion qui aurait été présent effectivement sur une partie de l'Eurasie, mais c'est des recherches qui sont encore en cours. Alors, on va parler maintenant un peu de l'usage de ces animaux-là. Déjà, il y a le côté alimentaire. On peut manger directement les animaux, mais on peut aussi les exploiter pour les ressources qu'ils produisent. Oui, tout à fait. C'est probablement pour cette raison qu'on a domestiqué le troupeau au départ, pour, entre autres, la production du lait, parce que on peut demander très très gentiment à une femelle auroch ou une femelle, je sais pas, un mouton sauvage, un mouflon, de donner son lait. En général, ça va marcher assez peu. Et donc, la domestication, c'est ce qui permet d'accéder au lait, vraiment, et un rapport avec la femelle qui fait qu'elle va accepter de se laisser traire, ce qui est quand même une action très intrusive, entre guillemets, auprès de l'animal domestique. Déjà, il faut avoir l'idée d'aller le faire, et ensuite, il faut le mettre en pratique. Ouais. Oui, c'est ça, c'est 2 étapes. Et c'est amusant parce qu'on a encore des races bovines actuelles qui refusent de donner leur lait s'il n'y a pas leur bébé à côté. Donc on a plein d'exemples ethnographiques de techniques où les gens mettent sur le bébé une espèce de muselière pour qu'il soit à côté de la mère, mais qu'il ne puisse pas prendre le lait pour que nous, on puisse en bénéficier. Donc avec ce lait, on va faire du fromage. À la période gauloise, on a plein de restes de faisselle, donc, qui attestent de la fabrication de ces fromages. On sait qu'on a aussi des faisselles qui peuvent être en osier. On en a des reproductions sur des mosaïques romaines. Et en Corse, on a un fromage qui se fait encore avec des faisselles en osier. Donc on n'a qu'une petite partie de l'information, mais on fait du fromage. On a aussi un témoignage extraordinaire. On a en Écosse, on a trouvé dans des tourbières du beurre de 1750 avant Jésus-Christ. Parce que dans la tourbière, le beurre se conserve. Donc ça, c'est... Tout se conserve dans la tourbière. Voilà, mais ça permet de... En fait, les gens stockaient le beurre dans la tourbière, et donc on a trouvé plein de blocs encore conservés. Personne n'a goûté, mais il avait l'air encore potentiellement consommable. Et ça nous explique évidemment ces utilisations du lait. Nous, on peut, à partir des études archéologiques, on va faire ce qu'on appelle des courbes d'abattage. On va regarder à quel âge sont tués les animaux et quel est le sexe des animaux tués. Donc, un exemple, si on veut avoir du lait, on va tuer une majorité de jeunes mâles pour la viande, par exemple, et puis on va garder les femelles âgées. Donc là, je vais pouvoir en déduire le prélèvement du lait. Si je veux de la laine, je vais garder mâles et femelles âgés.
Donc en fonction de ces paramètres, je peux déduire une exploitation laitière ou pas, avec donc le lait de chèvre, le lait de brebis, parce que je rappelle que des fromages comme la feta, le roquefort, c'est de la brebis. On oublie souvent qu'on peut aussi les traire et que le lait est extrêmement important. Et puis bien évidemment la vache. Alors on a des mentions de lait de jument. En Mongolie, par exemple, il y a toute une tradition laitière et de fabrication de toutes sortes de petits fromages autour du lait de jument. Mais pour la période gauloise, pour l'instant, on ne sait pas. C'est des recherches peut-être à pousser demain. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas au lait de jument, parce qu'on n'en consomme pas vraiment en Europe, mais faire du lait avec tout. Question hyper importante de Gallios, ce beurre en Écosse, c'était du beurre salé ou doux? Je sais pas, il faut aller chercher la publication. Beurre salé, il arrive bien plus tard, les amis. Allez voir sur Nota Bene, sur les Bretons, j'en ai un petit peu parlé, notamment au niveau des taxes, tout ça, qui ont influencé cette tradition du beurre salé. Alors, au-delà du beurre, du fromage, est-ce qu'on élevait, comme aujourd'hui, des abeilles, par exemple? Oui, on a des ruches dès le néolithique qui sont attestées. Et puis, en fait, comment dire, c'est très difficile, évidemment, de déterminer si un miel a une origine, entre guillemets, domestique ou une origine sauvage. Mais je sais qu'on a une tombe en Allemagne, une tombe princière, dans laquelle c'est la tombe de Horsdorf, où il y a tout un rituel de boisson avec un énorme cratère en bronze grec dans lequel on a de la boisson. Et la boisson, c'est de l'hydromel. Donc là, on est dans les rangs les plus hauts de la société. Et la boisson qui est dedans, c'est de l'hydromel. Ça montre bien l'importance du miel pour ces sociétés. C'est le seul sucre dont on dispose. Il y a quelques plantes qui vont donner du sucre, mais c'est vraiment extrêmement recherché et très probablement très précieux. La nourriture, mais pas que, on peut aussi les utiliser comme force de travail. Oui. Alors, dans la nourriture, ce que j'ai pas évoqué, c'est les salaisons, parce qu'on fait des salaisons et on a un commerce, justement. On a des textes qui nous disent que les Gaulois sont tellement forts en salaison qu'on envoie jusqu'à Rome, on en commercialise, donc des productions qui sont dans certains cas conservées dans le sel. On évoquait le sel. À la période gauloise, il y a beaucoup de production de sel qui se développe sur toute la côte pour fabriquer des pains de sel qui sont probablement en lien avec de la salaison de la viande. Je digresse vite fait, mais tout à l'heure tu parlais de Bourges, pas loin de Bourges, si vous avez l'occasion de passer par là-bas, je vous encourage très vivement à aller faire un petit tour du côté du musée d'Argentomagus. C'est vachement chouette. Il y a les restes justement d'une ville gauloise qui est là-bas, romaine gauloise, et qui est absolument magnifique. Et justement, on parle un petit peu d'alimentation là-bas aussi, je crois. Oui, tout à fait. Mais ça reste un très très beau site à visiter, donc voilà, notez l'adresse. Donc, je le disais, il y a le côté alimentaire, il y a aussi le côté force de travail. On peut utiliser des animaux pour tracter, par exemple. Tout à fait. Donc, on va utiliser les bovins. On invente la roue vers moins 3000 avant Jésus-Christ. Et donc, il va y avoir plusieurs sortes de chariots qui vont être inventés. Donc, à la période gauloise, on a vraiment un chariot traditionnel qui va être tiré par deux bovins avec un joug pour les tirer. Donc, avec les bovins, j'avais repris des notes. On va à 3,7 km de l'heure. C'est pas à pied, on va un peu plus vite. Et on fait 24 km par jour. Avec un cheval, on va à 38 km de l'heure et on fait 60 km.
Donc les chevaux sont utilisés pour des transports légers, entre autres des chars. C'est les fameux chars qu'on va trouver dans les tombes, avec des chars qu'on qualifie des chars de parade ou des chars de guerre. Et donc tout cet imaginaire autour, entre guillemets, d'Astérix, avec des gens qui se promènent sur des chars, a une réalité archéologique. Et là, les chevaux sont fort utiles. On va trouver, nous, comme témoignage de ces utilisations, des pathologies sur les pattes des animaux, entre autres. Parce que quand les bovins, vous avez tous l'image du pauvre petit âne en Méditerranée qui porte sur le dos quelque chose d'énorme, voire un humain qui est assis dessus. Et évidemment, ça crée des pathologies sur la colonne vertébrale et sur les pattes. Donc ça crée des exostoses osseuses. Donc on va voir sur l'os que l'os, il a beaucoup de mal à supporter ce poids. Donc c'est pour nous un critère d'utilisation pour le travail des animaux. On a comme autre critère leur âge. Quand vous avez un bœuf qui est castré en plus, qui a 18 ans, très clairement, c'est un animal de trait. Sur les chevaux, on va avoir aussi des marques sur le port du mors va laisser des marques sur les dents. Donc on va pouvoir là aussi dire c'est un cheval qui a porté un mors, donc qui a été monté. Donc tous ces critères nous permettent de mettre en évidence la présence de ces animaux de trait et de port, et tous les déplacements humains, toute la capacité pour tirer un décharge, c'est grâce aux animaux domestiques. Alors, alimentation, transport, agriculture. Tout à l'heure, on a évoqué entre deux lignes aussi l'usage militaire. Oui, l'usage militaire, la cavalerie gauloise, c'est avec les chevaux. Potentiellement des chiens de guerre aussi qui pouvaient aider, donc une importance, je dirais, sur tous les tableaux de ces animaux. Chiens de garde aussi, chiens de compagnie potentiellement, chiens de chasse. Ça, on a plein de représentations à travers le temps parce que c'est vraiment un rôle important du chien. Et la belette dans tout ça? Alors la belette, donc ça c'est un collègue qui s'appelle Patrice Méniel, qui est spécialiste de la période gauloise, maintenant en retraite, qui avait émis l'hypothèse dans un village qui s'appelle Assy-Romance, qui est dans le nord, dans les Ardennes. Alors c'est un village gaulois passionnant parce qu'il a réussi à fouiller l'intégralité du site. Et donc, il a pu comparer le quartier des agriculteurs, le quartier des éleveurs, le quartier des artisans, le quartier des esclaves, parce qu'on a des esclaves à cette période romaine, et comparer le niveau alimentaire de ces gens-là. On en reparlera tout à l'heure peut-être. Mais ce qu'il a montré surtout, c'est qu'il y avait de la belette un peu partout et qu'il y avait de la souris. Et une des 6 hypothèses, c'est que la belette était utilisée tout simplement comme prédateur, donc des belettes apprivoisées, domestiquées pour ce rôle de chasse aux rongeurs, puisqu'on n'a pas encore le chat. Au Moyen-Âge, on utilisait les porcs notamment pour nettoyer les rues, parce que ça bouffe absolument tout. Est-ce que c'était aussi le cas à l'époque gauloise? Alors ça, c'est une grande question, parce que justement, sur le village que j'avais étudié, une de mes hypothèses, c'est qu'on avait des cochons qui étaient élevés au milieu du village, parce qu'un cochon, c'est extrêmement rentable sur un certain nombre de plans, parce que ça se nourrit de n'importe quoi. On peut le nourrir même jusqu'aux excréments humains, si on va jusqu'au bout de la logique. Ça peut se nourrir des restes de viande, des restes d'os, des restes agricoles. On peut le nourrir en forêt, on peut le nourrir dans la prairie. C'est extrêmement polyvalent. C'est un animal aussi qui est très fertile, puisqu'il va donner entre 6 et 8 bébés par portée, alors qu'un bovin, c'est un bébé. Donc, d'un point de vue de la reproduction, il est extrêmement intéressant. Et une de mes hypothèses, c'est qu'ils étaient élevés au cœur des villages gaulois,
un espèce d'élevage qui coûte pas cher parce que ça prend pas des terres agricoles et ça mange les déchets humains. Et on a fait justement des analyses biochimiques isotopiques. Donc c'est une collègue qui avait fait entre autres une partie de sa thèse là-dessus. Et elle a montré que les cochons, ils étaient élevés plutôt dans la forêt et dans la prairie que dans le village. Donc ils n'avaient pas ce rôle d'éboueur. Ceux qui ont le rôle d'éboueur, ce sont les chiens. Ils sont présents et quand elle a fait ces analyses justement biochimiques, parce qu'on a des techniques maintenant qui nous permettent de déterminer ce que mangent les animaux ou les humains. Alors on ne va pas avoir la liste détaillée de tous les végétaux, mais on va pouvoir dire c'est plutôt une alimentation carnée. Si elle est carnée, c'est plutôt du poisson, c'est plutôt de la viande, c'est plutôt donc on va avoir une idée du régime alimentaire. Et puis dans les végétaux, on va pouvoir aussi dans certains cas déterminer est-ce qu'on a mangé des algues, est-ce qu'on a mangé des végétaux de plaine ou des végétaux spécifiques, par exemple dans des contextes de transhumance. Et là, les analyses sur ce site gaulois dans l'Inde ont montré que les chiens avaient mangé beaucoup d'os de cochon, justement. Et donc, une espèce d'auto-nettoyage présent. Alors, ces chiens, ils sont terribles parce qu'ils nous mangent. Nous, les archéologues, évidemment, on aime bien avoir des os le plus entiers possible. Et puis, ils mangent nos os, ils les fragmentent, on a plein de petites traces de dents. Donc, il y a des moments où on les déteste un peu, il faut le dire. Il y a une question dans le chat, on parle de l'élevage depuis tout à l'heure d'animaux dits de ferme, voilà, mais est-ce qu'on élevait aussi du poisson ? Pas à ma connaissance. Les élevages, je dirais, qui commencent avec les huîtres, avec la période romaine, mais c'est des questions qui sont extrêmement complexes parce que les restes de poissons, ils sont tout petits. Donc il faut mettre en œuvre des tamisages sur les sites. Des tamisages, c'est du temps, c'est de l'argent. Il faut avoir des spécialistes de poissons qui puissent les étudier. Donc ce sont des sujets qui sont entre guillemets, un peu négligé parfois dans les contextes archéologiques. Il faut vraiment qu'on ait un chercheur qui se positionne sur cette question. Et quand on cherche les autres poissons, on les trouve, mais il faut les trouver, les étudier. Et donc de l'élevage de poissons, pour l'instant, on n'en est pas encore là. On n'a même pas la liste, je dirais, de tous les poissons qui sont consommés partout en France. Il y a une célèbre phrase qui dit, je paraphrase, je ne sais plus les mots exacts, mais qui disent en gros rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. On peut aussi exploiter le corps des animaux à travers justement leurs os, leur laine. Comment on exploite ces animaux-là aussi et leurs matières premières ? Alors toutes ces sociétés dites traditionnelles sont des sociétés qui ne gaspillent rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme nous, ne manger que l'arrière du corps de la vache. On va tout manger, on va tout exploiter. Donc on va exploiter les cornes, par exemple. Donc la corne, ça peut faire une corne à boire, mais ça peut être aussi un fondant pour la métallurgie. On peut fabriquer des colles à partir de la corne. On va utiliser bien évidemment tout ce qui est cuir. Donc le cuir, c'est un matériau incomparable, utilisé de façon systématique, sauf chez le cochon, parce que le cochon, on va garder le lard, on va garder la peau. Donc c'est le seul animal qui a une rentabilité bouchère bien supérieure aux autres, parce que justement, on garde la peau. Mais je sais pas, avec les cuirs de bovin, par exemple, on va faire du coracle. Le coracle, c'est un petit bateau. Donc c'est une armature en bois et puis on met une peau de bovin dessous et ça permet de faire des petits voyages sur les rivières, dans les lacs. C'est un petit bateau traditionnel. Il y a des reconstitutions à côté de Toulouse, dans un village gaulois où ils ont refait du coracle et puis ils vous font des démonstrations de promenade sur l'eau avec ce petit bateau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Évidemment, on fait tout l'harnachement des chevaux,
tout l'équipement des guerriers qui a une grande importance. On fait des chaussures, on fait des ceintures, on fait des voiles de bateau. C'est César qui nous parle de voiles de bateau en cuir, donc un usage vraiment énorme. La fourrure, c'est aussi une source de chaleur, évidemment. Donc on a très probablement des paillasses sur lesquelles on va déposer des fourrures qu'on va pouvoir utiliser. On a des conservations de hôtes dans un contexte du premier âge du fer, sur le site qu'on appelle le site de Hallstatt, où on exploite des mines de sel. Et dans ce contexte, on a des conservations de hôtes qui font à peu près 2 mètres de haut. C'est des mineurs qui portaient ça sur le dos pour pouvoir promener le sel. Et ces hôtes, elles sont faites avec du cuir de bovin. Et il y a des parties où c'est que le cuir, des parties où il y a un petit peu de fourrure. Donc des choses très élaborées. Et ta spécialité étant les os, on utilise les os aussi ? Alors les os, bien sûr les os. Alors j'ai ramené des petits objets en corne, des petits objets aussi en bois de serre, parce que ça c'est un autre matériau qui est exploité à travers le temps. Et l'os... c'est les objets décoratifs, ce que tu as ramené, c'est les pendentifs en fait. Oui, c'est les pendentifs actuels, pour montrer un petit peu ce matériau particulier. L'os, il peut être utilisé un peu tel quel. On a dans les pattes de chevaux, par exemple, on a ce qu'on appelle des métapodes résiduels, qui sont des espèces de poinçons, donc on peut les utiliser pour percer assez facilement. C'est quelque chose qui est utilisé depuis le paléolithique. Mais on va utiliser très souvent les os des batte-pattes des bovins et des chevaux pour faire des objets très divers. Alors il y a un objet que j'aime beaucoup, c'est les dés en os. Parce que les Gaulois adorent jouer aux dés. César en parle, il dit qu'ils sont tellement joueurs qu'ils sont prêts à mettre en jeu leur liberté pour un jeu de dés. Et donc on a des petits os qui sont des petits dés rectangulaires qui sont numérotés de 1 à 6 comme nos dés actuels. Et on a sur le site encore dont je parle retrouvé un atelier de fabrication de ces dés en os à partir de métapodes de chevaux. Donc les métapodes, c'est les batte-pattes des chevaux. Et donc il y a toute une étape, une chaîne opératoire de l'artisan jusqu'à avoir les dés qui pouvaient être utilisés. Donc c'est une matière première non négligeable, mais ça va se développer beaucoup à la période romaine, l'utilisation de l'os. Alors les Gaulois, ils utilisent des systèmes de rotation pour tourner le bois, et ils tournent l'os aussi de la même façon. Donc on a des objets assez élaborés en os. Vu que rien ne se perd, est-ce qu'on utilise aussi les graisses animales ? Bien sûr, la graisse, c'est aussi précieux que la viande, puisque ça va permettre de donner des huiles. Par exemple, on fait de l'huile de pied de bœuf. On va extraire des os de cette huile qu'on va utiliser. On l'utilise encore beaucoup pour le cuir, on va l'utiliser pour le bois, on va l'utiliser pour le travail de l'os. Évidemment pour la nourriture, donc cette graisse, elle est systématiquement exploitée. Alors, je vois que depuis tout à l'heure, on a une question qui revient, qu'on a évoquée un petit peu au tout début de l'émission, c'est celle du sanglier. Si on part sur le sujet de l'alimentation carnée, est-ce que les Gaulois bouffaient du sanglier ? Très rarement. En fait, les seuls qui bouffaient du sanglier, c'était les aristocrates. On a une corrélation, en fait, entre le fait d'accéder à la viande d'animaux sauvages et un niveau social, puisque dans un certain nombre de contextes, c'est dans les habitats les plus, où on trouve les objets les plus rares, des objets importés, des objets plus sophistiqués qu'ailleurs, qu'on a des restes de consommation d'animaux chassés, donc du cerf, du chevreuil, du sanglier. Un animal qui est un peu plus consommé, c'est le lièvre,
parce qu'on pense que le lièvre, et comme il mange les cultures, il y avait peut-être plus d'autorisation pour le consommer, mais vraiment le sanglier, c'est rarissime. Parce que du coup, la chasse est réservée à une certaine élite ? Très probablement. C'est difficile de le prouver parce que on n'a pas comme pour la période romaine des sources textuelles, des représentations. La période gauloise, de ce côté-là, on reste un petit peu sur notre faim, c'est le cas de le dire. Et les données archéologiques ne sont pas toujours très, très pertinentes. Ce qui est sûr, c'est que le sanglier, on a beaucoup de représentations, d'enseignes. Je ne sais pas si vous voyez ces instruments de musique où on a une enseigne qui est interprétée comme un sanglier. On a des représentations de petits bronzes d'animaux, mais à chaque fois, moi je critique un peu mes collègues en leur disant que c'est pas un sanglier, souvent c'est un cochon. Parce qu'il y a un critère très, très simple, c'est que les queues sont en tire-bouchon. Et la queue en tire-bouchon, c'est un critère de domestication. Et sur le sanglier, c'est pas possible. On sait pourquoi ça l'est c'est au cours de la sélection. Et donc les représentations de ce qu'on appelle moi j'appellerais ça plutôt des suidés. En fait, on a pensé que c'était des sangliers parce qu'ils ont beaucoup de soie sur le dos, mais on a des sangliers, des cochons rustiques qui ont ces caractéristiques. Donc le rôle du sanglier par rapport à Astérix est un petit peu à tempérer. À tempérer, voilà. Est-ce que j'ai pas... tiens, d'ailleurs, je me perçois que mon fond n'est pas allumé. Mais regarde, alors du coup, moi j'ai ce petit sanglier là qui me vient du nord de la France. Voilà, typiquement, oui. Ça, c'est quoi, du coup, c'est un sanglier, oui, ça celui-là, ça serait plutôt un sanglier, oui. On m'a pas vendu de la camelette. C'est difficile, sur des tout petits, mais mignons. Il est charmant, mais effectivement, c'est bien les représentations qu'on a. Il y a une symbolique associée. Il y a une symbolique aussi qu'on va retrouver dans les contextes de tombes, puisqu'on va faire des offrandes de cochon, pour le coup, c'est pas du sanglier dans les tombes, et ça montre bien que cet animal, alors est-ce que c'est un sanglier, est-ce que c'est un cochon, a une grande importance dans la société gauloise. Alors, sur cette consommation de la viande domestiquée, qu'est-ce qu'on mange le plus à l'époque ? Les deux espèces les plus consommées, c'est le cochon et le bœuf. Selon les sites, c'est l'un ou l'autre qui est dominant. Donc là, c'est pour tout ce qui est, je dirais, c'est à l'exception de la Méditerranée, parce que dans les contextes de Méditerranée, souvent, ce sont plutôt du mouton et de la chèvre, parce que les élevages sont, le territoire, l'environnement est plus favorable à leur élevage, alors que dans le nord, c'est souvent plus le bœuf ou le cochon. Mais néanmoins, c'est bœuf, cochon, mouton qui sont principalement consommés, un petit peu de chèvre, un tout petit peu de chien, un tout petit peu de cheval, et le cheval n'est pas consommé partout. On nous dit tout à l'heure, on avait parlé de l'élevage de poissons, c'est compliqué de savoir, du coup, on a des infos sur la pêche quand même ? Sur la pêche, alors sur les sites, on trouve un petit peu de brochet, on trouve de la pêche, dans les sites, dans les terres. Donc il y a une exploitation des ressources, comme la Loire, comme les lacs. En bord de mer, il y a des exploitations de poissons, mais c'est toujours difficile de quantifier la part du poisson dans l'alimentation, parce que les techniques de ramassage des restes de mammifères et des restes de poissons ne sont pas les mêmes, et on n'est pas très pertinent de ce point de vue-là. Alors autant sur la période médiévale, il y a une espèce de cliché qui veut que le gars typique du Moyen-Âge, c'est un gros viandard, alors que pas spécialement. Sur le gaulois, on a tendance à avoir une image un peu plus healthy. À quelle proportion on mangeait de la viande ? Alors ça, en fait, l'archéologie n'est pas capable de le restituer. C'est-à-dire qu'on est incapable de vous dire, les gens mangeaient, 300 grammes de viande par semaine, parce que on n'a jamais des assemblages qui sont corrélés directement avec un individu, et on ne peut pas le quantifier. Néanmoins,
il y a eu des analyses récentes sur alors c'est un sanctuaire qui est le sanctuaire de Ribemont-sur-Angle. C'est un univers particulier parce que on a découvert dans les années 70, entre autres, un espèce d'hôtel qui est fait avec un minimum de, je crois que c'est 450 humains différents, donc avec des tibias, avec des fémurs, et il y a des ossements de chevaux aussi à cet endroit-là. Donc tout un rituel autour d'humains. Des humains, on en trouve sur ce site à 3 endroits différents. Et on ne sait pas trop si, évidemment, ce sont des humains qui ont été, entre guillemets, sacrifiés, si c'est le résultat des morts qu'on a récupérés après une bataille, si ce sont les restes de guerriers. Toujours est-il qu'on a fait justement des analyses biochimiques pour comparer ces 3 ensembles où on a énormément, plusieurs centaines d'humains qui ont fini à cet endroit-là. Et les résultats ont montré que tout le monde ne mangeait pas la même quantité de viande. Donc quand on étudie le rapport entre alimentation végétale et alimentation carnée dans les os, il y en a qui en mangent beaucoup plus. Et visiblement, ceux qui seraient qualifiés comme les guerriers auraient un accès à l'alimentation carnée beaucoup plus importante que les autres. Donc non, tout le monde ne mange pas la même chose, tout le monde ne mange pas les mêmes espèces. Dans le village d'Assy-Romans dont je parlais, les plus riches vont manger du poisson, justement, du poisson, du cochon, du chien aussi. Les plus pauvres vont manger du cheval sur ce site et des bas morceaux de bovins. Donc on a une hiérarchie alimentaire extrêmement claire. Ça, c'est très fréquent dans la plupart des sociétés. Tout le monde ne mange pas la même chose. Il n'y a qu'à regarder notre société actuelle. Et c'est très discriminé en fonction de la hiérarchie sociale. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de gaspille. Donc, à l'époque, on mange tout l'animal. Et puis, on mange surtout même les animaux qui ont servi. C'est-à-dire que nous, ça nous paraîtrait complètement immoral d'aller manger le cheval qu'on a monté pendant 25 ans. Non, on mange le vieux cheval, on mange le vieux chien, on mange tout le monde. Et ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de... Sauf les animaux qui sont sacrifiés dans les sanctuaires ou déposés dans certaines nécropoles. Est-ce qu'on a une idée de la manière dont ils pouvaient les cuisiner ? Oui, alors on a, en fait, quand on étudie les os, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on avait une information sur l'âge et sur le sexe, donc ça nous donne aussi une idée des goûts culinaires. Par exemple, si vous mangez des restes d'un vieux verra, la viande a un goût d'urine. Qui culturellement c'est un peu particulier. Vous avez une vieille chèvre, un vieux bouc, un vieux mouton, c'est une viande qui n'a pas les mêmes goûts. Elle n'a pas la même texture qu'une viande plus jeune, donc ça nous donne des informations. On va aussi chercher à relever ce qu'on appelle les traces de découpe sur les os. Donc on va relever toutes les petites incisions qui ont été faites. Donc on a donc 2 étapes. On a d'abord ce qu'on appelle la découpe de gros. Donc c'est fait avec des couperets. On a des grands couperets en fer à cette période qui sont utilisés comme une feuille de boucher actuelle. Et on va trancher les os, on va faire une découpe du corps qui est une découpe extrêmement culturelle. Et pour ces périodes, on découpe les animaux à peu près de la même façon. Donc on va découper le chien comme le cochon, comme le cheval, pour obtenir à peu près les mêmes morceaux de viande. Là-dedans, ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les découpes fines. C'est les découpes au couteau. C'est quand vous utilisez le couteau pour décharner vos côtelettes, ça va laisser des petites traces. Et donc, nous, cet enregistrement va nous permettre de restituer les morceaux et d'essayer de savoir qu'est-ce qui était privilégié et comment étaient découpés les corps, les carcasses. Alors, on a certaines questions, et on allait y venir sur les sanctuaires, justement, et les animaux qu'on y trouve. Est-ce que ces animaux-là, ils sont élevés d'une manière particulière ou pas du tout ? On ne le sait pas. On ne sait pas. À Gournay-sur-Aronde, par exemple, on a, je ne sais plus, je crois que c'est une dizaine de bovins qui ont été sacrifiés. Ce sont que des mâles
que des vieux individus, mais maintenant il faudrait faire de la génétique dessus pour savoir si c'était que des bœufs blancs par exemple, est-ce qu'ils avaient une couleur particulière, est-ce qu'ils avaient un pelage particulier. Quand on pense aux Highland Cattle, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ces petites vaches rousses là qui ont des grands poils, peut-être qu'il y avait une sélection entre guillemets d'un morphotype pour le sacrifice, mais on ne sait pas du tout s'ils ont été élevés pour ça ou pas. On a une question un peu technique sur comment différencier une découpe d'une blessure de guerre ou d'une pratique funéraire. Alors, là, ça se voit très très bien quand vous avez alors, c'est les anthropologues qui ont surtout développé ça, de discriminer qu'est-ce qui relève d'une, quand on a pris un coup d'épée, qu'est-ce qui relève d'une évolution de l'os dans le sol qui fait qu'il va être perforé pour une raison naturelle, c'est ce qu'on appelle les études taphonomiques, c'est qu'on essaie de comprendre comment évolue l'os, ou qu'est-ce qui relève effectivement d'une découpe volontaire. Donc c'est plusieurs paramètres qui sont mis en parallèle, entre autres la question du schéma, quand vous avez l'emplacement de la découpe, son orientation va nous donner une information sur la volonté humaine. Par exemple, si vous voulez ouvrir au niveau du genou, si vous prenez un couteau, vous allez passer dans l'articulation pour aller séparer les morceaux. On va très très bien pouvoir le lire et de là en déduire l'intention des gens derrière. Oui, sinon il faudra vraiment être extrêmement précis au combat pour aller choper le truc au bon endroit. Alors, pour mieux comprendre un petit peu la cuisine gauloise, alors on a une question rigolote, mais peut-être que ça peut induire une réponse rigolote et intéressante, je ne sais pas. Est-ce que les Gaulois mangeaient des steaks ? Ça, je ne le sais pas, parce que moi, j'ai besoin des os pour avoir l'information. Donc, ce qu'on sait, c'est que la méthode de cuisson, ils utilisent le grill. Donc, ils font très probablement bouillir une partie de la viande, mais on a des grilles dans les tombes. À la période gauloise, c'est assez magnifique parce qu'on a cette possibilité de griller la viande. On a aussi des chaudrons. C'est l'époque où on invente la crémaillère, la fameuse suspension en fer qui permet de mettre le chaudron au-dessus du foyer. Mais quand il n'y a pas d'os, moi je sais plus ce qui se passe. Donc là, l'archéozoologue, il est inopérant de ce point de vue-là. Message à la communauté, le jour où je passe l'arme à gauche, enterrez-moi avec mes poils. Voilà. Parlons un petit peu d'expérimentation, justement. Toi, avec des collègues et des étudiants, d'ailleurs, on s'est rencontrés sur une session à la Villa Rabelais à Tours avec le copain Fabien Müller, où vous faisiez de la cuisine expérimentale, justement. Tout à fait. L'idée, c'est que les témoignages des ossements, c'est une chose. Les témoignages, donc en archéologie, on a deux disciplines. On a l'archéobotanique, qui va nous donner des renseignements sur les végétaux, et puis on a l'archéozoologie, qui va nous donner des renseignements sur les animaux. Pour autant, on a d'un côté, on a une espèce de liste à la Prévert, on connaît les animaux consommés, on connaît les végétaux consommés, mais on n'a aucune idée des recettes, comment ils sont associés, comment ils sont cuits, comment. Donc, quand j'ai rencontré Fabien, qui est un spécialiste au départ, qui est un médiéviste, puisqu'il est historien médiéviste et spécialiste de cuisine expérimentale, on a interagi ensemble en se disant, ça serait vraiment... déjà, il avait une grande expérience avec Bruno Loriot de ses travaux expérimentaux, mais moi, je lui ai dit, pour la période gauloise, ça serait aussi sympathique d'essayer de voir comment on peut les cuisiner, comment on peut les associer. Donc on a travaillé avec deux collègues qui sont spécialistes aussi de la période gauloise, une céramologue et puis une carpologue qui travaille à l'INRAP de Tours pour essayer de voir comment on pouvait associer
les ingrédients, et Fabien, qui est donc un fin cuisinier, nous disant ça va donner du goût, de la moutarde noire, ça va donner tel arôme, on peut l'associer avec des févroles, avec telle viande, et donc ça c'était l'étape, je dirais, de fabrication de cette cuisine. On a travaillé on a fait faire des facsimilés de céramique gauloise pour travailler dans des pots qui aient du sens, pour voir comment ça montait en température, comment ça s'imprègne aussi dans les argiles. Et puis derrière, on travaille avec une équipe de biochimistes de l'Université de Strasbourg qui analyse à la fois les pots archéologiques et les pots expérimentaux pour comparer les ingrédients et essayer de déterminer des marqueurs chimiques qui nous permettent de déterminer tel ou tel ingrédient. Donc, juste tu te dis, on va tenter de faire un peu la soupe, et vous vous retrouvez à 50 personnes à bosser dessus. C'est un peu ça. Alors, on a travaillé avec les étudiants d'un master du CESR, donc un master recherche, qui ont... alors, il y a eu une expérimentation qui les a un peu marqués parce que il y a une histoire de pots gaulois qui s'appelle des pots Besançon, qui sont fabriqués donc dans cette zone et qui circulent pendant la période gauloise un petit peu sur tout le territoire. Alors ces pots Besançon, ils sont faits avec une argile particulière qui est très micacée, enfin qui a des caractéristiques de cuisson. Et en fait, il y a deux hypothèses de travail. Soit il circule parce que c'est la cocotte la plus perfectionnée de l'époque et toutes les Gauloises veulent absolument avoir leur pot Besançon pour cuisiner parce qu'autrement, voilà... c'est le creuset de l'époque. C'est le creuset de l'époque. Soit ça circule avec des conserves de viande, entre autres des conserves de cochon, parce qu'il y a un contexte où on a trouvé des os de cochon dans ces pots. Donc on a fait une expérimentation, Fabien nous a fait des rillettes de cochon, donc les étudiants ont découpé des oreilles, de la couenne, des pieds de cochon pour faire des rillettes. On a fait aussi des rillettes avec du poulet pour essayer de voir comment se conservaient les deux. Et puis, on les a mis dans une cave, il y avait du saindoux avec, on les a cuits, on les a goûtés, on les a testés, on les a mis dans la cave. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un an après, on a fait des analyses bactériologiques dessus et ça se conserve très bien. Donc l'hypothèse de conserve de viande qui circule à la période gauloise est une hypothèse valide. Voilà à quoi ça peut servir. Ça donne vraiment très envie de suivre les cours. Moi, c'est vrai que déjà, quand j'étais venu assister aux cours, quand ça commence en disant, bon alors, qui m'aide à allumer le feu, je me suis dit, waouh, ça, c'est des cours que j'aurais bien aimé suivre. À l'époque, on fait comment d'ailleurs pour suivre ces cours ? On s'inscrit au master et puis on suit en deuxième année les stages recherche. Mais là, je suis en train de monter un stage au musée du Grand Pressigny. On va faire de la cuisine néolithique pendant les vacances de la Toussaint, avec Fabien justement, qui va intervenir. Trop bien. Et quand vous avez fait des expérimentations comme ça, est-ce que parfois vous avez eu des résultats un peu inattendus au-delà de ces conservations de rillettes ? Alors oui, parce que on a essayé de tester évidemment une cuisine qui a du goût et on a mis des épices dedans. Dans la cuisine, donc, parce qu'avec Fabien, on a fait de la cuisine gauloise, romaine, médiévale, moderne. Donc on a pris des recettes, on a pris des ressources archéologiques, donc on a travaillé vraiment à travers le temps. Et puis il y a des périodes, par exemple, il y a du cumin, il y a du gingembre, il y a des épices qui ont une forte saveur. Et en fait, d'un point de vue biochimique, on sait qu'on les a mis dans la recette, mais un mois après, ils ont déjà disparu, ils n'ont pas été imprégnés dans l'argile. Donc ça veut dire que ces épices, même si on les a mis dans l'histoire, on ne pourra jamais les détecter à l'intérieur des céramiques. Donc leur présence disparaît. Ouais, il y aura toujours des zones d'ombre. Voilà, des grandes zones d'ombre. Alors, ce que précisait Fabien aussi quand on discutait avec lui, puisqu'il est déjà passé dans cette émission-là aussi, c'est que au-delà de tout ça, il y a une autre zone d'ombre, c'est qu'on ne pourra jamais vraiment retrouver le goût
des aliments, des animaux de l'époque en fait. C'est extrêmement complexe, effectivement, parce qu'il faudrait monter des élevages expérimentaux. Donc j'ai travaillé entre autres avec... il y a eu tout un programme sur les volailles avec le pôle avicole de l'INRAE de Tours. On avait fait un programme intéressant sur à la fois les données archéologiques, c'est comme ça qu'on a pu déterminer l'arrivée de la poule, mais aussi sur l'élevage des volailles actuelles dans la région centre. Et en fait, les biochimistes de Strasbourg nous disaient qu'il fallait élever des poulets dans un contexte expérimental parce que s'ils mangent du maïs, ben, ça marche plus parce qu'évidemment la période gauloise on n'a pas de maïs. Donc il faudrait effectivement nourrir des animaux uniquement avec les aliments avérés à cette époque-là pour pouvoir espérer retrouver le goût de leur viande. Aujourd'hui, il y a cette reconstitution de la cuisine, elle se limite vraiment au milieu de la recherche ou on commence à la voir un petit peu ailleurs? Alors, il y a un petit peu de vulgarisation, hein, et les centres comme Sabara ou à côté de Toulouse, là, le village gaulois, c'est des centres où on commence à avoir une démarche de transmission au grand public et une démarche expérimentale qui commence un petit peu à se diffuser. Il y a aussi à Bibracte, vous avez toute une équipe qui travaille sur l'alimentation gauloise depuis des dizaines d'années, qui a même publié un livre sur la cuisine gauloise et qui fait un certain nombre de tests. Donc le grand public peut commencer à y accéder. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a des vraies démarches expérimentales, des vraies démarches scientifiques, et on n'est pas juste dans du folklore, parce que parfois, on en parlait avec Fabien, il y a dans des contextes du Moyen-Âge, il y a un peu du n'importe quoi. À boire et à manger. À boire et à manger. Voilà, à boire et à manger. Mais il y a même des initiatives sur la reconstruction de céréales d'époque avec des cultures, avec des champs. Tout à fait. Vraiment, c'est tout un processus. Ouais. Au Grand Pressigny, là, ils recommencent à cultiver des blés néolithiques et à les faire. Donc les étudiants là sont venus pour fabriquer des faucilles, à les moissonner à la méthode néolithique. Donc c'est des démarches qui sont très intéressantes, très formatrices et qui nous enrichissent tous. En parlant de blé tout à l'heure, tu soulignais comme beaucoup de gens qui passent ici que ce qui aide à faire progresser la recherche, c'est aussi l'argent et les moyens qui sont alloués. Moi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas des entreprises vraiment économiques, quoi, qui se soient intéressés à l'élevage de ces petits animaux qui effectivement feraient un carton. Oui, mais après il faut vraiment avoir déjà des prélèvements d'ADN. Enfin, il y a toute une démarche de prélèvement d'ADN ancien, et puis on sait tous les risques de réimplanter des animaux disparus ou des animaux des morphotypes différents. Ça pourrait être une démarche, effectivement. Quand, sur la volaille, par exemple, les chercheurs recherchent les animaux sauvages qui ont été domestiqués pour donner les premiers formats de poulet, parce qu'on est dans une démarche pour essayer de retrouver des gènes initiaux qu'on pourrait réinjecter actuellement dans les animaux comme dans les végétaux pour leur donner une résistance à tous les problèmes de maladies, hein, qui sont majeurs actuellement dans le monde, quand on pense à la grippe aviaire, à la peste porcine, etc. Et en fait, à force de sélection, on a créé des animaux tellement fragiles on est à la merci effectivement de pandémies de ce point de vue-là. Et l'archéologie a du sens parce que on peut, entre guillemets, retrouver des squelettes qui potentiellement contiennent de l'ADN, qui potentiellement peut permettre de retrouver
une certaine résistance et éviter des drames futurs. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement j'allais te poser la question en fait de par rapport à d'autres disciplines ou à d'autres spécialités, quel engouement ça peut susciter en termes de recherche, mais en fait les applications elles sont oui. extrêmement larges. Extrêmement larges. Il y a un autre travail que j'ai fait dont je suis assez contente. La Fédération nationale de la boucherie française m'avait contactée pour monter un conseil scientifique pour travailler au classement, à l'inventaire immatériel de la découpe bouchère à la française. Et donc, on a réussi à faire classer la découpe bouchère à la française actuelle au patrimoine immatériel français. Et ça, c'était pour moi une autre démarche extrêmement intéressante du rapport entre mes travaux sur la découpe gauloise, voir comment cette découpe, elle a évolué, comment est né le métier de boucher, et comment ça a créé une spécificité française qui a du sens au niveau mondial encore actuellement. Et moi, mon métier, il est passionnant. Là, quand je travaille sur les volailles actuelles par rapport aux volailles d'il y a 2000 ans ou sur la viande, ça prend du sens parce que justement, dans la société actuelle, ce que je fais n'est pas déconnecté complètement dans un univers, je dirais, parallèle et d'autosatisfaction parce que sur mes Gaulois, finalement, je peux raconter plein de choses. Ils ne vont pas venir souvent me critiquer et me contrer. Alors, il y a quelques semaines dans cette émission, c'est rigolo parce que on a reçu Gilles Galasso qui nous parlait justement de l'art de la découpe verticale de la viande. C'était un sujet extrêmement précis. Je dois avouer que quand avec l'équipe on a discuté de ça, je me suis dit waouh, est-ce qu'on va tenir 2 heures sur un sujet comme ça ? Évidemment, en fait, il y a tellement de choses à dire, c'était hyper riche. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cet entretien aussi. On a appris vraiment plein de choses là-dedans. Dans le chat, on a alors une question qui s'écarte et en même temps qui se rapproche de tout ça, mais quelqu'un qui demande ce que toi tu penses des entreprises qui visent à ramener des animaux disparus à la vie grâce à la génétique, justement. Alors, il y avait une émission sur Arte il y a quelques mois là-dessus où le sujet c'était toutes ces entreprises dans le monde entier qui travaillent sur la réintroduction potentielle. Et donc, mon avis est assez tranché. C'est-à-dire qu'il y avait une entreprise américaine, j'avais l'impression de regarder Jurassic Park, celle qui fait des utérus artificiels pour produire des petits mammouths et relâcher des mammouths. Pour moi, c'est une aberration totale. Il y en a d'autres qui travaillent dans la sauvegarde des rhinocéros blancs, par exemple. Et là, au contraire, on est vraiment dans une démarche scientifique, on est vraiment dans une préservation de la biodiversité. Et donc, il y a vraiment des mondes extrêmement différents. Ce qui est passionnant, c'est le niveau technologique qu'on obtient. Et après, bien évidemment, il faut garder de l'éthique et de la logique dans tout ça. C'est absolument fondamental. On approche de la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais des bouquins, des documentaires, n'importe quoi à conseiller aux gens qui nous écoutent pour en savoir plus sur ce dont on a parlé aujourd'hui ? Oui, alors l'archéozoologie, il y a un site qui s'appelle archeozo.org qui, si vous voulez trouver des dessins de squelettes et puis des échanges de la communauté. Autrement, vous avez dans plus scientifique, vous avez le site du GDR du Bioarchéodate, où là, ce sont tous les archéozoologues de France qui publient des petits. Il y a une fédération de recherche autour de l'archéozoologie et de l'archéobotanique. Et là, vous pouvez trouver des données plus scientifiques, de l'actualité, des congrès, un certain nombre de choses. Il y a des ouvrages de Patrice Méniel. Excuse-moi, je suis désolé. Sur l'alimentation chez les Gaulois, avec Louis Schex, ils ont fait pas mal de livres sur l'archéozoologie, justement. Ça commence à être un sujet qui est documenté, mais il y aurait plusieurs livres à écrire encore. On vous remet quand même les liens en description, voilà. Si vous voulez vous renseigner sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Merci infiniment, c'est que du bonheur de transmettre, parce que c'est
C'est la vocation d'enseignant-chercheur, c'est aussi ça, c'est au maximum de transmettre, et c'est magnifique le rapport à l'histoire que tu crées autour de toute cette communauté. Merci. Bravo à toi. Merci. L'ostéothèque que tu as à Tours, elle est privée, elle est dédiée à la recherche, ou on peut la visiter? Alors c'est recherche et formation. Je l'avais ouvert parfois dans des contextes de journée du patrimoine ou dans des contextes d'ateliers de l'université. Voilà, s'il y avait beaucoup de demandes, je pourrais éventuellement le faire pour des petits groupes, mais c'est un lieu un petit peu restreint, et effectivement un lieu de recherche et de formation avant tout. Ça marche. Écoute, merci encore à toi.